Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afen Co. Afen Co, la collégiale de la FEN. On en est au numéro 363. Et aujourd'hui, on continue notre voyage dans les livres qui viennent de sortir. Un tout nouveau livre qui est sorti sur le digital learning, dans une collection dont on parle souvent parce qu'on l'aime bien. C'est la boîte à outils. Donc ça permet à chacun d'appréhender le sujet qui est traité à partir comme ils veulent. Voilà, c'est un manuel, on prend, on picore des morceaux, on n'est pas obligé de tout lire, c'est pas un roman. Et donc, ça permet justement de se faire sa propre idée. Et donc, celui qui a écrit cet ouvrage, c'est Christophe Coupeau. Bonjour Christophe. Bonjour Stéphane, bonjour à tous les auditeurs. Merci de m'accueillir sur ton podcast. Eh ben, le digital learning, la boîte à outils du digital learning. Alors, Christophe Coupeau, justement, avant de démarrer, j'avais une question un peu sémantique. Tu dis digital learning, d'autres disent e-learning, d'autres disent edtech. Est-ce que c'est pareil ou est-ce que c'est un peu différent pour toi? Bon, moi, j'ai une vision plutôt large derrière cette terminologie de digital learning. Alors, c'est vrai que je l'adopte aujourd'hui parce que, selon moi, elle prend un peu le contre-pied du fameux e-learning qui est un peu associé au module SCORM, le fameux module, on peut l'appeler le tourne-page ou le presse-bouton, le fameux module réglementaire de 45 minutes. Et c'est vrai que le terme e-learning a peut-être pâti de cette image. Et pour ma part, je considère que le terme digital learning ouvre un peu plus de perspectives. Il est associé aussi pour moi à beaucoup de technologies, donc que ce soit au niveau des réseaux, des outils de visio, donc réseaux sociaux, les visios, maintenant l'IA. Donc moi, j'ai une vision vraiment très large en fait de ces termes de digital learning. EdTech, pour ma part, je l'associe, alors pour moi, c'est presque similaire. Je vais plutôt l'associer au monde de l'enseignement également, c'est-à-dire aux technologies, alors aux technologies numériques qui sont utilisées dans des cadres pédagogiques, mais dans des contextes d'enseignement. Moi, je suis plutôt souple, en tout cas, dans ces terminologies. Pour moi, on va dire, c'est bonnet blanc et blanc bonnet, hein, c'est quasiment la même chose. Très très bien. Alors, abordons le fond, parce qu'une fois qu'on a vu le sens des mots, aujourd'hui, le e-learning, quelle est la place du e-learning aujourd'hui dans la formation et quelle est la place qu'elle devrait acquérir pour toi? Alors pour moi, je suis dans le métier depuis plus de 10 ans, donc et je participe beaucoup à des salons, des événements, je discute beaucoup avec des homologues. Ce que l'on a pu voir, en tout cas de ma fenêtre, hein, je dirais qu'il y a eu forcément un accélérateur, l'accélérateur de la crise sanitaire, la crise Covid, qui a, on va dire, fait changer en fait le statut du digital learning. Je dirais que peut-être qu'avant la période 2020, le digital learning, c'était plutôt le nice to have. C'était quelque chose qui était déjà en place dans des grandes Mm. organisations, qui l'avaient déjà éprouvé, qui avaient déjà mis en place des plateformes, des grands groupes, qui avaient des moyens dédiés. Il y avait déjà, on va dire, une professionnalisation, un savoir-faire des acteurs. Il y avait déjà, on va dire, oui, des acteurs qui le pratiquaient. Et puis, on est passé du nice to have au must have. Ça devient presque un incontournable. Mm. Et j'ai l'impression qu'il y a tout de même une accélération de l'adoption aujourd'hui, puisque j'ai vu quelques chiffres, c'est 68% des entreprises qui adoptent le digital learning dans leur formation. Alors, on peut mettre beaucoup de choses derrière cette notion de digital learning, mais sur du déclaratif, beaucoup d'organisations utilisent en fait des modalités digitales dans leur dispositif de formation. Donc, on est quand même, me semble-t-il, dans un, un contexte où on observe de la maturité des usages, maturité des outils, maturité des acteurs aussi également, maturité des acteurs, par exemple, des acteurs EdTech, les plateformistes, les fournisseurs d'outils. Tout ça se stabilise, hein, en tout cas, hein, se consolide. Et je pense également la maturité au niveau des acteurs, des producteurs, des concepteurs, des chefs de projet, puisqu'il y a des parcours de formation qui se sont montés, donc une professionnalisation. Et c'est aujourd'hui, on voit dans le métier, voilà, c'est la construction de parcours digitaux, de parcours hybridés.
s'impose et de plus en plus partagé. Donc, maturité, accélération, adoption, je dirais pour moi, c'est la tendance lourde. Voilà. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu répondrais aux gens qui disent, c'est vrai que les entreprises choisissent le numérique, mais si on demande aux apprenants, eux, ils veulent du présentiel. Donc, comment est-ce que tu leur réponds? Tu dis, tant pis pour vous? Ce qui est moche, Alors, je concède. vos apprenants effectivement veulent du présentiel, ou peut-être que vos formateurs aussi veulent du présentiel. Hmm. Alors c'est vrai que c'est un sujet. Alors, au départ, j'ai une formation de psycho, hein, et j'ai fait de la psychosociale, et on interroge beaucoup les représentations, et ça m'a aidé, moi, ça m'aide dans ma pratique de digital learning manager, puisqu'effectivement, si on y entre, si on entre sur l'outil, sur la transformation des pratiques, on risque de louper une marche, c'est de prendre en compte les représentations derrière cette notion de digital. Qu'est-ce que ça revêt? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Bon. Quelles sont les idées en fait Hmm. des acteurs, que ce soit des apprenants, que ce soit des formateurs? C'est intéressant de fouiller, creuser les représentations. Et déjà, on s'aperçoit que les gens font de la prose sans le savoir. On a à la fois des apprenants qui, à titre perso, vont aller cueillir par exemple, un tuto YouTube pour, Hmm. je sais pas moi, poser une tapisserie, voilà, Ouais, par bien sûr. exemple. Et puis, d'un autre côté, on va voir des formateurs qui ont déjà mis en place des groupes WhatsApp qui partagent des contenus, qui partagent des vidéos. Donc, moi, je dirais, en fait, c'est ce qu'ils vous disent, mais est-ce que vous êtes certain de ce qu'ils vous disent? Est-ce que vous avez creusé suffisamment? Puisque, en fait, quand on creuse, on s'aperçoit qu'il y a déjà des pratiques, alors qui ne passent peut-être pas par on va dire, par le canal du LMS, hein, par des Hmm. choses connues, fixées. Mais de toute façon, dans la formation, dans l'enseignement, on va dire, il y a généralement des choses qui sont sous les radars de ce qui se passe en classe, hein, puisqu'effectivement l'apprentissage informel se fait bien sûr en dehors de la classe. Hein. Les apprenants, les stagiaires se parlent entre eux, se partagent des tips, et le formateur n'est peut-être même pas au courant de ce qui se passe. Mais c'est la même chose en fait. Moi je dirais que c'est la même chose avec le digital, hein, le digital learning, c'est-à-dire qu'il y a certainement des pratiques en place, puisque aujourd'hui le digital devient un peu transparent, et tellement la société s'est tellement digitalisée à n'importe quel niveau que c'est presque impossible d'y échapper. Donc et les personnes, je le dirais sans le savoir, ont déjà des pratiques. Donc je dirais, voilà, êtes-vous certain des pratiques existantes, de ce que vous savez? Est-ce que vous avez cherché aussi à découvrir ce que font en fait vos collaborateurs, vos apprenants, vos stagiaires? Est-ce qu'ils se partagent des choses? Enfin, voilà, j'irai chercher déjà, j'irai enquêter sur la réalité, j'irai découvrir. Effectivement. Et comme tu le disais très justement, c'est aussi l'offre de produits qu'on leur soumet. C'est-à-dire que quand on leur donne quelque chose d'un peu triste, forcément, ça n'a pas la pétillance d'un groupe. Alors qu'en fait, si on réenchante le numérique, un groupe WhatsApp, comme tu disais très justement, bah, il peut se passer des choses extraordinaires si c'est animé. Oui, tout à fait. C'est vrai qu'il y a cette dimension de l'offre aussi. Et c'est vrai que on peut aussi faire des coups d'épée dans l'eau aussi. Hein. On peut aussi produire quelque chose, s'attendre à. Je vais prendre un exemple. Hein. Mm. Je vais faire un module sur un sujet en particulier, et puis je vais le mettre sur ma plateforme en m'attendant effectivement euh, que d'une manière magique, tous mes apprenants l'aient consulté, l'aient apprécié, en tirent profit, etc. Mm, Voilà, mm. cette vision, elle est un peu simpliste aujourd'hui. Et dans le paysage de multiples, on va dire, sollicitations digitales, les notifications, etc., on peut être certain que ça ne va pas marcher, en fait. Mm. Donc, euh, donc Alors il y a vraiment comment des tu fais enjeux justement? Comment tu de, fais pour que ça marche? Pour que les gens soient en appétence, soient en désir d'apprendre avec le numérique? Alors, comment je fais? Alors, moi, mon point de départ, c'est déjà la cible, en fait. C'est déjà m'intéresser aux personnes qui sont les consommateurs du contenu et du produit. Je pense que c'est l'angle à prendre. Et c'est vrai qu'on peut avoir des biais, plein de biais possibles, puisque entre les commanditaires, les Mm. réalisateurs, il va y avoir
moi, j'appelle ça un peu l'effet Z, hein, c'est-à-dire qu'il y a un point de départ et puis entre le point de départ et le point d'arrivée, il y a un delta phénoménal. Sauf qu'on a oublié l'utilisateur final. Quand on lui a pas posé la question, on n'est pas allé le voir. On n'est pas allé voir c'est quoi son contexte digital, son contexte numérique. C'est ce que je disais tout à l'heure, en fait. Donc, effectivement, à mon sens, un des ingrédients de la réussite de ce type de projet, c'est déjà commencer par s'intéresser à ses utilisateurs, à son utilisateur, mais quand on va s'intéresser à cet utilisateur, on va voir c'est quoi ses cas d'usage, son équipement, on va voir les questions qu'il se pose, on va voir les besoins qu'il peut avoir, et on va aussi se dire en quoi en fait le digital est une solution ou en quoi le digital ne pourrait pas enfin comment en fait le digital peut répondre à ce besoin, comment il ne serait pas forcément le moyen le plus opportun en fait pour répondre à ce besoin. Donc pour moi, point de départ, c'est quand même partir de l'apprenant, partir de là, puisque si au bout Tu du trouves compte, tu on trouves que va... les apprenants reprennent la main, c'est-à-dire que tu les vois être acteurs dans leurs apprentissages? C'est un phénomène qu'on entend souvent dans la littérature. Est-ce que toi, dans ta pratique, c'est quelque chose que tu observes? Moi, je pense que moi, j'ai une vision un peu de panel dans un groupe, en fait. Lorsque tu as un groupe en présentiel, tu sais, si par exemple tu as 12 personnes face à toi, tu vas avoir entre guillemets les premiers de la classe, les personnes qui vont s'intéresser, qui vont apporter des choses, et puis des personnes qui sont là parce qu'il faut être là et qui auraient, si elles avaient pu s'en passer, elles l'auraient fait. Ben, je dirais le digital ne déroge pas à ça en fait. C'est-à-dire, et effectivement, sauf que derrière ça, eh ben, au-delà de ce que comment dire, de ce que les gens vont se partager, on va avoir aussi des personnes qui vont avoir aussi des compétences digitales, c'est-à-dire qui sont aussi peut-être différentes des choses auxquelles on avait pensé au départ. Et c'est ça qui est vraiment super intéressant, c'est-à-dire que on observe que lorsqu'on déploie des choses, des dispositifs, c'est un peu la magie de la chose, c'est qu'on a pensé des choses, on a imaginé des cas d'usage, et au bout du compte, avec le digital, on a peut-être sous-estimé que les personnes allaient se l'approprier, mais d'une certaine manière Ouais. ou différemment. Moi, je me souviens, j'avais créé un dispositif d'accompagnement et d'orientation pour les jeunes à l'époque, et donc en utilisant Zoom. Et on s'était rendu compte qu'ils avaient un usage, donc on mettait en place des visios, donc des temps synchrones pour débriefer avec ces jeunes, eh bien qu'ils préféraient se retrouver à plusieurs, qu'ils préféraient le faire au lycée, qu'ils avaient identifié en fait un endroit dans le lycée où ils pouvaient suivre la visio à plusieurs, mais sur un même téléphone, etc. Donc oui, les, les utilisateurs vont je pense qu'il faut aussi laisser la place à cette auto un peu détermination en fait dans les usages et dans les dispositifs. Donc je dirais il y a cette démarche, cette vision un petit peu panel pour moi. Enfin, il y a forcément dans vos apprenants des personnes qui vont prendre la main et je pense que faut aller les voir, faut aller les écouter, puis peut-être en faire des sponsors Mm. aussi. Je pense que ce sont des bons points d'appui pour qu'elles-mêmes deviennent des tuteurs. Alors j'en parle hein, dans le livre, hein, puisque il y a l'intervention dans le livre de Jacques Rodet, qui est un expert du tutorat, donc on peut utiliser des personnes plus à l'aise des stagiaires plus à l'aise sur des questions numériques pour assister et faire du tutorat. Ça fonctionne très bien, c'est-à-dire venir en aide ou en accompagnement des stagiaires qui sont plus en difficulté dans le groupe en fait. Hein. Donc Mm. s'appuyer oui sur ces experts. Exactement. Donc Et donc refaire un peu comme on fait en présentiel, c'est-à-dire qu'il faut animer. C'est-à-dire qu'il y a des oui, experts, il y a des ouais, gens qui sont retardataires, et donc ça, c'est intéressant aussi à déployer. ouais. Il y a souvent Oui, oui, une question qui revient dans les entreprises. Elles se disent, on hésite à se lancer parce qu'il y a toujours plein de nouveautés, il y a toujours plein de supports qui sont disponibles. On ne sait pas par où le prendre, le projet. Et donc, quand face à la pléthore et l'inflation des technologies et des possibilités, finalement, ça freine le choix. Tu leur dis, n'ayez pas peur. alors n'ayez pas peur, enfin n'ayez pas peur, je pense que ça serait peut-être un petit peu court et peut-être pas convaincant, mais là j'irai questionner aussi les outils en place. Mm. Les outils en place parce qu'il y a, j'en ai échangé avec un patron d'un réseau d'agents immobiliers en fait, qui me questionnait justement sur
comment mettre en place le digital learning pour former ces agents, pour onboarder ces agents Mhm. immobiliers qui sont dispatchés sur un territoire. Donc la question est venue d'un outil pour diffuser, pour gérer la formation comme un LMS, la production de ressources, etc. Et là, tout de suite, les coûts associés sont quand même assez conséquents. Il faut des personnes qui s'en occupent. Mhm. Il faut quand même enfin voilà, le ticket d'entrée est tout de même important pour on se met à la place de ce chef d'entreprise, quand même des incertitudes et puis le fait de partir sur un dispositif plutôt coûteux. Mais en fait, en interrogeant en fait son paysage applicatif existant, il se trouvait qu'il y avait un outil un SIRH, outil de paye, qui proposait des modules et des fonctionnalités, donc qui étaient déjà en place. Et donc, ça pouvait être déjà un premier vecteur, déjà de regarder son paysage applicatif. Ça, je pense que ça peut être ça peut être un premier levier. Euh, je pense aussi à regarder ce qui se pratique dans notre industrie. C'est-à-dire, il y a beaucoup de plus en plus de retours d'expérience qui sont partagés et il y a une communauté digital learning qui partage énormément, notamment sur les réseaux. Donc, je dirais qu'il ne faut pas hésiter aussi à aller interroger les uns et les autres, ou en tout cas, ou des industries proches, en fait, des industries proches pour savoir est-ce que c'est implémenté, est-ce que c'est déployé, comment il fait, Parce mais que, également, regarde, quand tu vois par rapport à la mode, quand on fait de la veille, il y a aussi des phénomènes de mode. ouais, En 2021, la mode était au podcast. Tout le monde disait, il faut du podcast apprenant, c'est génial, etc. Chacun a avancé son idée. En 2022, on se dit, pardon, en 2020, c'était le podcast. En 2021, c'était la réalité virtuelle. oui, Meta est rentré, donc il faut du casque. On va acheter du casque. oui, Donc ça, c'est clair. Ça coûte un bras quand même. Et mm, puis après c'est l'intelligence artificielle en 22. Donc bah, si on se dit on attend un petit ouais. peu, il y aura autre chose qui va sortir derrière. On commence. C'est impressionnant, ce vertige. Oui, c'est impressionnant, hein. Et c'est vrai que d'autant plus, oui, effectivement. Donc il y a ces tendances en fait. Il y a aussi cet effet FOMO, quoi, Mm. fear of Ouais, missing out, absolument. hein, de peur d'avoir un retard, une dette, de ne pas avoir testé le bon outil. Donc c'est vrai que les choses s'emballent et ça requiert quand même un effort de veille, un effort d'appropriation, de testing et puis mais je dirais que seuls les acteurs peuvent faire ces choix, hein. Donc, c'est vrai qu'il y a un effort qui est quand même important, moi, je trouve, de ce côté-ci, sans non plus savoir si l'investissement sera pérenne aussi et porteur dans le temps, hein, et ce qu'on n'est pas dans un effet de mode. C'est vrai que si, avec un peu de rétrospective, pas longue, hein, mais bon, ChatGPT est apparu dans nos vies, c'était fin 2022, avec Ouais. une accélération Mm. phénoménale en Mm. fait. Mais à cette époque-là, en début 2022, c'était Apple qui sortait son casque en fait. Mm. Et on faisait on va dire, il y avait tout un sujet donc et aujourd'hui plus personne n'en parle de ce Ouais, casque-là en exactement. fait. C'est un Plus flop. personne n'en parle. Mm. Voilà, et aujourd'hui il y a alors, bon, c'est faire effectivement ce tri entre des tendances pérennes et puis des choses qui seront des tendances un peu plus structurantes et plus lourdes. Là, moi, je pense qu'il y a tout de même dans la partie digital learning des fondamentaux, je trouve, qui ont fait tout de même leurs preuves, dont on peut se dire que si on met nos pas, en fait, si on lance un projet en mettant nos pas dans ces outils, on va quand même se prémunir de tout ce travail un peu de R&D sur la formation qui correspond à une prise de risque. Mm. Donc moi, je pense que on a besoin d'outils pour tracer en fait les actions. On a besoin d'outils pour diffuser, Mm. pour diffuser et suivre, et pour que les formateurs puissent suivre leurs apprenants. Alors c'est généralement des outils très structurants, centraux, un peu colonne vertébrale, comme les LMS en fait. Mm. Ce sont des outils un peu clés, même si on peut avoir des débats sur le caractère open source ou plutôt éditeur, ou alors même partir sur des solutions gratuites en fait.
Mais en tout cas, cet outil-là est un peu cœur, enfin à mon sens, moi en tant que Digital Learning Manager, je le perçois comme ça. Et puis à côté de ces outils-là, ce qui aussi, mine de rien, a fait ses preuves, c'est la visio, c'est aussi des outils on va dire, c'est le fameux module dont on parlait tout Mm. à l'heure. En termes d'outillage, je pense que c'est quelque chose qui est valeur sûre en fait. Et puis ensuite, en fonction du secteur d'activité, je pense qu'il y a des domaines d'apprentissage où la VR, par exemple, est loin d'être et va être très intéressante. Si on est dans des contextes dangereux ou reproduire une situation d'apprentissage est complexe par rapport à des équipements lourds, par exemple, je ne sais pas moi, un équipement ferroviaire où on ne peut pas immobiliser une voie ferroviaire pendant le temps de la formation, ou si on a, je sais pas, des choses autour de la sécurité, de l'incendie, où on doit mettre des personnes dans des situations un peu délicates, la VR, vraiment, elle va avoir tout son sens. Donc aujourd'hui, je pense aussi que par rapport au domaine d'apprentissage, Mm. on y voit, on a un peu plus de lisibilité sur euh, les, les médias, les vecteurs, les outils adaptés à quel apprentissage, en fait, à quel domaine d'apprentissage. Je pense qu'aujourd'hui, on a, euh, sans, comment dire, sans trop se tromper, si on se pose la question des compétences, en fait, in fine à développer, des, des capacités, oui, des compétences professionnelles, des objectifs que l'on va rechercher, je pense qu'on a suffisamment de retours d'expérience pour identifier les bons outils, en fait, par rapport au domaine de compétences. Absolument. Et donc, ça enrichit le mixte pédagogique. Oui, oui, complètement. Ça enrichit ce mix pédagogique, hein. C'est vrai qu'au début de notre échange Le là, podcast par ouais, rapport est intéressant. Je dis pas ça parce qu'on en fait ici, c'est pas du oui, tout le propos, mais ça veut dire que le podcast est très intéressant pour de la connaissance, pour entendre le verbe, ça permet de le mémoriser différemment, alors que l'image est très intéressant pour capter l'attention. Et donc, suivant le type d'apprentissage, ça n'a rien à voir. Apprendre un geste sur un podcast, c'est un peu compliqué. ouais, tout à fait, hein. Donc effectivement, ça enrichit, comme tu le dis, le mix en fait, hein, le mix pédagogique. Et ça, je trouve ça intéressant puisque ça permet d'enrichir en fait le dispositif et d'enrichir par exemple un dispositif de plusieurs séquences avec de l'intercession, de l'asynchrone, etc. Donc en l'enrichissant avec du support, tu parles de podcast, moi je crois beaucoup à ce médium-là, surtout j'en parle dans le bouquin parce que ça ouvre aussi à de la créativité, à du Mm. storytelling, à de l'engagement, à l'écoute aussi également, puis c'est un support aussi le podcast se développe beaucoup là aussi dans les pratiques, ou en tout cas dans les usages des utilisateurs. Donc, après, pour moi, ce qui me semble important également, c'est de donner une lisibilité dans le dispositif de formation, d'apprentissage sur les outils, de savoir aussi, euh, bien sûr, chercher les outils les plus efficaces par rapport au domaine d'apprentissage. Ça, on en a parlé, je le mets de côté. Mais c'est aussi ne pas tomber dans l'excès inverse d'un dispositif qui serait, on va dire, Mm. euh, foisonnant de modalités, de supports, de e-learning, de podcasts, de visio, qui déjà peut-être donnerait une charge en fait plus importante à notre apprenant, qui devrait, on va dire, consacrer, on va dire, plus d'énergie à s'approprier les supports. Tiens, qu'est-ce que le Mm. formateur a voulu me proposer? Et là, on risque de le perdre. Donc ça peut aussi, si on démultiplie, on va dire, les supports, si on a un mauvais dosage, en fait, si on multiplie les formes, on risque de perdre la majorité de nos apprenants. Alors, pas ceux qui vont déjà être à l'aise avec tout ça et qui sauront naviguer. Donc, ce sont, entre guillemets, nos premiers de la classe de tout Mm. à Mm. l'heure. Mm. Ça peut être voilà, cette typologie, mais on va dire, voilà, choisir ce bon mix, en fait. Et je pense que tu as le bon terme, à mon avis, le bon dosage entre justement
entre synchrone, asynchrone, activité présentielle. Donc maintenant, le digital vient dans le présentiel. Bien sûr, le digital sur la partie asynchrone. Et, euh, et construire des ressources qui sont cohérentes sans surcharger cognitivement parlant nos apprenants. Je pense qu'ils en ont vraiment besoin aussi. Et, Exactement. Et et comme tu disais très justement, c'est comme en présentiel. Si en présentiel, on change très rapidement le rythme de tout ce qu'on fait, ça fatigue parce qu'il faut rentrer dans la routine apprenante. Et donc, il faut, le support étant une routine, il y a des codes, des grammaires. Et donc, il faut permettre de rentrer dans des routines. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui fait de la pédagogie à fond, tout simplement. oui, exactement. Tu tu dis la chose, c'est-à-dire que euh, lorsque notre apprenant découvre en fait, découvre son cours, découvre son formateur, découvre les supports, rapidement, d'une manière quasiment implicite, on pourrait observer des étudiants, des élèves, des stagiaires de la formation continue. C'est-à-dire que dans la première séance, ils vont se représenter ce à quoi ils vont pouvoir s'attendre, comment fonctionne le formateur. Il utilise tiens, les exercices de tel bouquin, il utilise des diapos, on a du temps pour prendre des notes, j'ai pas de temps pour prendre des notes, il utilise le, l'espace numérique de travail, le NT, etc. Donc, euh, et on le voit hein, dans le milieu de l'enseignement aussi, c'est de plus en plus utilisé. Hein. Mais en tout cas, ce que je veux dire par là, c'est de donner une grammaire, en tout cas, de donner une grammaire à cet apprenant pour qu'il oublie en fait le plus vite possible, qu'il oublie le plus vite possible cette, on va dire, les formats, les outils pour que ce soit pour lui naturel en fait qu'il ait par exemple deux vidéos à consulter et un compte rendu à produire ou un exposé si on est dans une démarche de classe inversée avant la partie synchrone. Donc voilà, l'idée c'est de lui faire oublier en fait cet espace numérique d'apprentissage, ce contexte hybridé pour qu'il puisse être dans sa matière, en fait, dans les éléments qu'il doit intégrer. Alors, une des questions qui fait souvent peur quand les gens abordent le sujet, et puis après on va parler du projet numérique, c'est le fait de dire qu'avec ChatGPT par exemple, et l'intelligence artificielle générative dans un premier temps, général à un moment, l'apprenant n'a plus besoin de formateur. C'est-à-dire qu'il demande à ChatGPT, ça sera de plus en plus précis, et donc il lui donne toute la matière dont il a besoin en temps réel, 24 heures sur 24. Finalement, cette autonomie nouvelle, est-ce que c'est pas une façon de dire c'est la fin de la formation? Ah, Est-ce la fin de la forme? ouais, c'est Oui, ça, c'est moche. oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, on rentre vraiment dans le cœur du débat hein, autour de l'IA et de la révolution à laquelle on assiste. En tout cas, moi, j'ai vraiment le sentiment de, que que cette révolution, elle nous entraîne en fait, et on doit à la fois s'y plonger, s'interroger, sans non plus savoir in fine comment ça va être intégré par les métiers, puisque on anticipe vraiment des changements du monde du travail, des changements très importants. Donc, ce qui est surprenant, enfin moi je trouve dans cette révolution, c'est à la fois sa rapidité, sa vélocité, et puis les impacts que cela a en fait, quasiment sur tous les métiers en tout cas. En tout cas, tous ceux qui utilisent un ordinateur en fait, qui traitent de la donnée, à savoir quasiment tout le monde en fait aujourd'hui. Voilà. Et, euh, et donc effectivement, j'ai Parce, perdu le fil parce en que fait sur les. l'idée de se dire on fait des grands projets Oui, de digital learning, très ouais. bien. Mais peut-être que demain, on leur donne ChatGPT, ils se débrouillent. Oui. Alors, moi, Alors, en le paramétrant avec ce qu'on appelle les RAG, c'est-à-dire la façon de faire en sorte que le contenu soit de meilleure qualité, qu'il soit plus conforme à celui de l'entreprise. Mais finalement, quand il a un problème, il a une solution. Et c'est pas la peine de faire tout ce système de parcours. Est-ce que certaines personnes, et on l'entend parfois, disent ChatGPT, c'est la fin de la formation? alors, ChatGPT, c'est la fin de la formation. Alors, peut-être pas pour tout le monde non plus. Je pense aussi, aujourd'hui, c'est peut-être un petit peu de la science-fiction, mais la formation, justement, c'est peut-être aussi en relatif. Là, enfin,
en somme, c'est peut-être aussi relatif à la vision de la formation que l'on peut avoir. Mm, En somme, un peu comme la formation, c'est, enfin, on va dire, l'apprentissage, c'est un vase qu'on remplit, quoi, en fait. mm, Et il suffit d'exposer, en fait, quelqu'un à un écran, à des messages, à un module e-learning. Sauf que là, la particularité, c'est que ChatGPT consolide les données et puis les fait apparaître à l'apprenant. Mais après, c'est pas parce qu'il y a cette exposition qu'il y a apprentissage aussi derrière. Donc moi, je dirais que la formation, c'est aussi de la mise en action, quoi. C'est aussi de la motivation, c'est aussi mm, de la mise en action, c'est aussi de la mise en contexte, en fait. Et moi, je pense beaucoup, un peu comme en logistique, en fait, au dernier kilomètre tu sais, de la livraison, mm, tu mm, sais, mm. c'est le Le kilomètre plus dur. le Mm, plus mm, difficile, mm, le plus dur, en fait. Hein, c'est-à-dire que là, on sort des grandes voies, on sort des autoroutes, et là, ben, on a besoin de faire du spécifique. On a besoin aussi de regarder aussi le contexte du collaborateur qui doit développer, qui doit peut-être apprendre un nouvel ERP, par exemple. Donc, et ça, je pense qu'on va taper dans la limite parce que un ChatGPT a besoin de données, a besoin de. Ça marche très bien sur des choses plutôt standards et très documentées sur le web, mais dès qu'on est dans des choses spécifiques qui sont spécifiques à une boîte, qui sont spécifiques à un client, bon, là, je m'interroge en fait. Hein. Je mm, ne dis pas que c'est impossible, mais je m'interroge sur la capacité de l'outil à remplacer complètement le formateur ou le dispositif qui a été construit parce que à un moment donné, dans le dispositif, on a identifié une manière en fait de parler aux collaborateurs, une manière d'aborder les choses. Et souvent, cette manière, elle est très inspirée. Moi, je vois les dispositifs que l'on fait pour nos collaborateurs, on va voir les formateurs et on leur pose la mm, question, et on regarde les chemins qu'ils prennent parce que euh, eux, ils savent en fait les chemins qu'il faut aborder, les manières en fait, et on va gagner du temps en fait en s'inspirant de ces chemins-là. Donc effectivement, oui, ChatGPT. Alors moi, je pense que euh, je dirais euh, ça a un impact sur la formation, sur la manière d'apprendre. Peut-être qu'on va avoir des apprenants effectivement qui vont se connecter à des interfaces, qui vont lui produire des contenus, la matière, mais cet apprenant de toute façon, il va devoir se mettre en mouvement en fait. Une fois qu'il aura lu on va dire sa vidéo, ses consignes, il va avoir besoin de produire quelque chose, quoi. Il va avoir besoin de se mettre en action. Donc pour moi, la formation, voilà, c'est évidemment, c'est pas l'apprentissage, c'est pas un vase qu'on remplit, c'est mettre la personne en action. mm. Et je pense que euh, effectivement, l'IA a un impact sur la production de la ressource, sur la rapidité de conception qui va s'accélérer, sur aussi peut-être l'autonomie en fait, Mm. mais de là à ce que ce soit répandu et qu'on a un bon usage, bon, c'est Non, mais question très vaste pour moi. ouais, Ouais. mais c'est très intéressant aussi d'aborder, parce que ce que tu dis est très juste, c'est pas parce qu'on peut qu'on va le faire. Et donc, il y a tout c'est le principe de la motivation, du marketing de l'information, du design de l'information, de donner envie, tout simplement. Et ça, aujourd'hui, bah, la machine toute seule ne peut pas le faire. Et donc, ça, c'est le rôle de l'entreprise, de le porter, du formateur, de tous l'intermédiation, que de donner du sens et de donner envie. Et donc, Oui. ouais, ça, c'est très bien. Alors, si on revient, ce qui était le cœur quand même de ton ouvrage, on est parti un peu en digression, mais très intéressante parce que ça permet d'avoir aussi un cadre conceptuel, voir un peu quel est ton univers. Si on est responsable de formation, on se dit, j'ai un projet de digital learning, comment est-ce que je démarre? Alors, si je suis responsable alors, j'ai un projet, eh bien, à qui je vais pouvoir le confier, quelle est mon équipe. Moi, Mm, je pense que ces projets-là, en fait, ça réinterroge, en fait. Ça réinterroge l'ingénierie de formation de manière générale, en fait. Donc, est-ce que j'ai déjà quelque chose qui existe? Est-ce que j'ai un dispositif? Est-ce que j'ai des formateurs occasionnels? Est-ce que j'ai des formateurs internes? Est-ce que j'ai des prestataires? Donc il y a forcément moi, je mettrais autour de la table, en fait. Je mettrais autour de la table les personnes
qui sont concernés en fait par ce sujet. Et puis, je pense que la première démarche, en fait, c'est de partager en fait des constats, de partager des visions, des attentes, des objectifs. Je pense que ça serait peut-être un point de départ, puisque on est dans des projets complexes. C'est ce que j'aborde aussi dans le livre, hein, qui sont à la croisée entre voilà, l'évolution technologique, l'évolution des usages des apprenants, etc. Et c'est vrai qu'entre l'idée de départ et le produit à l'arrivée, on peut vite se perdre. Donc ça peut être intéressant déjà de commencer par, on fait une photo Hmm. aujourd'hui, Très bien. de quoi on part, où on souhaite aller tout simplement, quels sont les points forts, quels sont les trous dans la raquette, et qu'est-ce qu'on souhaite construire. Et puis ensuite, à partir de là, ben, identifier les parties en place, les outils qui Alors, sont déjà... si on a ouais, des formateurs canal historique, donc présentiel, dans oui. ces cas-là, on leur dit, vous allez passer au numérique. A priori, il y a une réserve. Comment est-ce qu'on fait pour leur vendre le concept? C'est obligatoire? Sinon, t'es viré? C'est Alors c'est ce qu'on peut-être pas... retrouve sur le terrain. C'est qu'il y a une vraie réserve. Les gens ouais, disent, c'est tout à pas fait. ma zone de confort. Dans ces cas-là, comment j'y vais, quoi? Alors, moi, alors, je parlais tout à l'heure de la présentation hein, des formateurs. Donc, pour moi, je remets ce sujet-là sur la table, hein. Je pense qu'il faut déjà aussi écouter, Ouais. voir sur quoi portent les craintes, en fait. Derrière tout changement, hein. Mm. On parlait d'IA, mais ça nous concerne, ça rentre dans nos vies, hein. C'est vrai que on est plutôt, enfin, je pense que toi aussi, tu fouilles ces sujets-là, donc on s'implique dans le sujet, mais il y a plein de personnes qui se posent aussi des questions. Donc, je pense les écouter, je pense que ça, c'est un premier point. Comment dire, là, peut-être de faire aussi un peu de pédagogie auprès des formateurs. Moi, je me souviens, j'avais monté des dispositifs de formation de formateurs. J'avais interrogé une référente d'une formation de l'AFPA, en fait, formation de formateur, et qui me disait, ben, le formateur, avec le digital, il va aussi pouvoir un peu se reposer. Hein, Oui, c'est-à-dire que, exactement. par exemple, tout ce qui est correction de positionnement, correction de tests, les évaluations, etc., mine de rien, le digital l'aide beaucoup hein, sur cet aspect-là. Moi, je le vois au niveau de notre organisation, parce qu'on a dans l'organisation, comme tu dis, des formateurs canal historique. Et nous, notre rôle, c'est aussi de faire de la pédagogie auprès d'eux, d'avoir fait cette présélection d'outils et essayer de rejoindre les besoins des formateurs là où ils sont en quête, en fait, là où ils ont en quête de solutions, hein, et puis de les rapprocher, en fait, des solutions offertes par les outils. Donc, voilà, si c'est par Tu exemple trouves gagner du que temps. tous les formateurs présentiels peuvent être formateurs numériques ou il y en a, c'est pas leur compétence? J'aurais là comme ça du mal à faire une enfin, grande généralité en fait. Je pense aussi que tout dépend aussi du contexte et de qui ces formateurs ont l'habitude de former, puisque je pense qu'ils savent, ils connaissent bien aussi leur public. Et donc voilà. Ensuite, je pense que même si on forme par exemple des publics très terrain, très Mm. opérationnels, que en tant que formateur, il y a quand même quelques outils qui peuvent aider en fait, et qui peuvent aussi permettre comment dire, de dynamiser son présentiel, de rajouter peut-être de la gamification sur Mm. un présentiel, je vois. Donc, en fait, il y a plusieurs rythmes, en fait, il y a plusieurs méthodes, mais moi, la mienne, c'est plutôt l'écoute, c'est Ouais. plutôt l'accompagnement, c'est plutôt une démarche aussi progressive, c'est aussi rendre aussi les formateurs acteurs et d'y aller, en fait, à leur rythme. Très bien. Alors là, c'est de l'accompagnement du changement, hein, Mm. pur et dur, hein, Mm. c'est-à-dire d'aller Mm. rechercher des pratiques, les partager. Et c'est comme ça qu'on voit, nous, dans nos équipes, et bien, des formateurs qui sautent le pas et qui vont faire un parcours de concepteur digital learning, voire même chef de projet digital learning, et qui enregistrent leur parcours et qui, au bout de 2 ans, eh bien, sont autonomes dans leur production de ressources, font leur quiz. Et là, on est dans on va dire,
une stratégie de, on va dire, de tâche d'huile, en fait, hein, de Mm. boule de neige. C'est-à-dire des formateurs qui vont montrer aux autres et qui vont montrer à d'autres formateurs, etc. Donc là, Ils deviennent ambassadeurs. Et donc, ils deviennent exactement, oui, c'est le terme, ouais, c'est alors, vraiment le. une autre question pour creuser sur le diagnostic. Beaucoup d'entreprises n'ont pas de plateforme LMS. Et elles se disent finalement, est-ce que ça vaut la peine d'acheter sur une plateforme assez lourde? C'est parfois un peu cher. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est rentable en ROI, comme on dit, par rapport à l'investissement? Ou est-ce qu'on peut vivre sans plateforme LMS? Alors, ouais, pour répondre à cette question, c'est alors, pour moi, il y a plusieurs sujets. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a déjà des outils, enfin, est-ce qu'il y a déjà des outils en place? Qu'est-ce qu'on attend aussi de la plateforme Mm, LMS? Est-ce qu'on attend de la traçabilité? Est-ce qu'on attend du support au niveau administratif, du mm, temps de traitement ou de la diffusion? Est-ce qu'on recherche de la diffusion, par exemple, de mm, ressources? Par exemple, admettons, on a des outils. Si on a des outils pour héberger nos vidéos et pour les diffuser, ou si on a un réseau social, voilà, ça peut aussi peut-être remplacer, hein. mm, On peut imaginer, alors, on peut imaginer des choses. Moi, je pense qu'on peut partir de là et déjà même expérimenter, même avant de partir sur, on va dire, le déploiement d'une plateforme, ce qui est plutôt coûteux et en tout cas qui demande un investissement aussi bien humain que financier, mais déjà d'expérimenter avec des supports de type, je sais pas moi, une chaîne YouTube avec mm, voilà, avec des liens de vidéos qui sont envoyés à tel rythme dans le cadre de dispositifs de formation ou via des groupes sur un réseau social, quoi. C'est mm, peut-être un mm. groupe sur Facebook, sur WhatsApp, etc. Donc, non, la plateforme LMS, à mon sens, n'est pas incontournable. Après, si on veut rentrer dans enfin, j'aime pas trop le mot, mais dans une industrialisation, en fait, des Non. Mm, dispositifs, à un moment donné, on va vite arriver de toute façon dans les limites du gratuit, parce que Gilbert, justement, qui avait mis en place le groupe sur Facebook, et c'était lui qui administrait mm. et il était à l'aise, ben, il est parti, en fait, Ouais, c'est ça. où il est malade, en Pas de fait, problème. Mm, et on a pu accès, et donc c'était mm, lui qui mm, était mm. l'admin. Donc voilà, il y a une question aussi d'assurer la pérennité, d'assurer les passages de relais, de sécuriser en fait le Bien sûr. dispositif, bon, voilà que ça tombe pas Alors, comme tu le en- disais tout à l'heure, tu parlais des grandes étapes. Au départ, c'est faire un diagnostic. J'aime beaucoup l'idée qui est la tienne d'être à l'écoute, parce que souvent, on veut réinventer à partir de ce qu'on pense être juste, alors que les autres l'ont peut-être déjà fait, sont capables, etc. Donc, l'écoute, c'est quand même un outil très important, d'abord d'implication, ensuite de valorisation. Mais quelles sont les grandes étapes d'un projet après le diagnostic? Alors, derrière le mot projet, toi, tu penses à un projet nouveau, en fait, d'implémentation d'une Oui, plateforme, d'un si on parle dispositif. voilà, si on parle Ça d'un peut. dispositif, on veut créer une école de management, une école de vente, un truc comme ça, on se dit ça serait bien que ce soit numérique, parce que d'abord c'est moins cher au départ, c'est souvent une porte d'entrée, et puis après derrière on se dit de toute façon il faut aller vers le numérique, donc on va pas rester à l'ancienne. Toi tu dirais, une fois qu'on a fait le diagnostic de nos compétences, de nos envies, etc., comment est-ce qu'on se lance? Alors, il y a une dimension de projet, en fait. Si on est sur le niveau de ce projet, c'est de structurer le projet avec ces différentes étapes, de constituer une équipe projet, avec toute cette partie-là un peu organisationnelle. En somme, ça n'est pas différent d'un projet, me semble-t-il, voilà, je sais pas, qui vise à développer un produit ou un service, hein, c'est à peu près la même chose, sauf que là, ça va impacter des acteurs différents, le DSI, peut-être la communication, bien sûr une équipe pédagogique, des formateurs, un responsable méthode ou qualité. Donc, c'est constituer une équipe projet, définir les lots du projet, en fait, les phases du projet, Mm, en fait, entre, euh, entre le sujet pédagogique, c'est-à-dire là qui est au cœur de ce que l'on va proposer dans l'animation pédagogique, les médias, les supports,
Donc là, voilà, avec peut-être un sous-groupe qui va travailler ce sujet-là, qui va peut-être rassembler des choses existantes, qui va se poser la question de la production de ressources, ou peut-être qui va démarrer la production de ressources, ou peut-être qui va se sourcer à l'extérieur. Enfin bref, sur des supports qui seront voilà. Ensuite, il y a le sujet du support aussi de diffusion. Donc là, on a un lot assez conséquent, hein. On parlait de LMS, on parlait de plateformes. Donc là, on a un autre lot qui est important. Bien sûr, ça doit se rejoindre en fait, hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, que ce qui est produit par l'équipe A se communique avec l'équipe B. Et puis il y a le lot aussi, on va dire, test en fait, peut-être mise à l'épreuve, se donner des sessions de test en fait, mettre les supports aussi et ce qui est pensé entre les mains aussi des Oui, apprenants, entre les exactement. mains des parties prenantes pour capter les retours. C'est là que ça va être le plus parlant, le Ouais. plus puissant aussi, et de faire du retour d'expérience. Bon, c'est vrai que il y a souvent un point de départ. Le point d'arrivée, il est un peu plus diffus ou en tout cas étalé dans le temps, puisque on va être dans une démarche très itérative en tout cas. Mais tout ça pour aboutir au déploiement, tout ça pour aboutir au déploiement, à la communication et puis au maintien en fait de la dynamique de ce qui est en place. Donc ça veut dire aussi faire bouger les postes, faire bouger les missions. Euh, donc c'est toute une histoire en fait. Est-ce que ça veut dire aussi que le projet, il faut le réinventer tout le temps? Parce que le monde bouge? Parce que peut-être il y a de nouveaux supports qui apparaissent, etc. Ou est-ce que le projet, comme on le faisait avant, il est plus réannuel? On dit, on le lance, une fois que on a fait notre pilote, ça marche, bon, ça tourne, quoi. Oui. Alors c'est vrai que si, enfin là c'est un parti pris de ma part, mais s'il est conçu pour être pérenne, pour être stabilisé dans le temps, c'est quand même ce que l'on va chercher, puisque si on Mm. investit sur un dispositif, si voilà. Donc après la question c'est est-ce qu'on risque pas de le figer dans le temps et on risque de louper aussi des opportunités. Donc je pense aussi que incontestablement, un temps de veille qui est important, un temps faut quand même ce soit assez, faut qu'il y ait des instances en tout cas qui, euh, qui fassent de l'amélioration continue sur le dispositif en fait. De l'amélioration continue aussi dans les méthodes d'organisation et de conception. Voilà, ça aussi, ça bouge souvent. Par exemple, ce dont je te parlais tout à l'heure de formateurs qui deviennent des producteurs de contenu ou des experts internes qui sont des producteurs de contenu, ben voilà, ça fait bouger les choses. En fait, c'est, c'est, c'est en fait si faut aller, c'est une histoire s'écrit en permanence et qui me semble-t-il, une des preuves du succès, c'est quand on a des experts du contenu bah, qui nous disent bah, moi, je souhaite me lancer, je souhaite être accompagné pour dynamiser avec du digital ma séquence présentielle, je souhaite apprendre à faire une classe virtuelle, je souhaite mettre la main dans un Rise pour mettre mes supports, j'ai mes vidéos. Donc voilà, c'est effectivement donc se donner la place pour faire évoluer le dispositif en fait. Très Donc bien. je, Et donc, tu dirais que ça marche à la fin? Tu as des gens qui sont contents? T'en as rencontré? Des gens qui sont contents. Écoute, je te cache pas qu'on sort d'un audit de renouvellement Calliope, tu vois, Très bien. pour deux organismes de formation donc interne et on est content quand face à l'auditeur, eh bien, bah, on présente nos dispositifs, on a nos questions de satisfaction, on a nos positionnements, on a les retours de nos formateurs sur leurs sessions de formation. Voilà, de ce point de vue-là, je peux te dire que oui, on est content. On est aussi content qu'on a bah, voilà, des formateurs sur des séminaires nous déclarent avoir envie de se former, d'être accompagnés, ont des idées, etc. Je pense que c'est une dynamique en fait qui nous prouve, hein, je pense qu'on est dans la bonne direction. On est content aussi, bien sûr, quand il y a bah oui, la satisfaction de l'apprenant, quoi le fameux, le fameux niveau 1 de Kirkpatrick, quoi. Mm. Voilà, et est-ce qu'il est content hein, de son module? On est quand même, c'est mieux quand ça va dans cette direction.
c'est pas inintéressant quand il y a de la satisfaction et que voilà, on a le verbatim et puis on sait là où on doit améliorer, mais de toute façon, les dispositifs sont suffisamment complexes pour avoir toujours des choses à faire progresser. Si tu avais puisqu'on arrive vers la fin de l'émission, si tu arrives à vouloir parler du digital learning, tu dirais quels sont les points de vigilance qu'il faut avoir, les erreurs à pas commettre? Alors, les erreurs, un écueil que j'observe, que je vois, c'est que les gens qui en font sont un peu biaisés par rapport à eux-mêmes leur expérience du digital et euh, peuvent vouloir faire des propositions qui sont biaisées par rapport à eux-mêmes leur expérience de la formation digitale et avoir une réponse un peu technocentrée, par Mm. exemple, euh, alors que, et un peu, on va dire, en décalé de ce que l'apprenant a besoin en fait, dans son dispositif. Donc attention à ne pas avoir une vision biaisée. Alors, tu sais, c'est toujours le sujet la- le- quand on a un marteau entre les mains, on voit des clous partout, Mm, ou mm. tu vois, c'est Oui, un peu ce exactement. problème-là, où le gars qui a perdu ses clés et qui les cherche sous le réverbère parce que Mm. c'est là où il y a de la lumière, mais c'est un peu la même chose, on est tous, donc faut être attentif à ça, déjà à notre vision en fait du digital, à nos expériences, et toujours, je pense que voilà, éviter cet écueil-là pour effectivement avoir des propositions digitales qui soient en lien avec les besoins des apprenants. Et puis aussi de sortir de son bureau, je pense, puisque effectivement, euh, je parlais d'écoute tout à l'heure, mais de rencontrer, peut-être que on parlait du Covid en début d'entretien, mais ça nous a peut-être ramené aussi derrière nos écrans, derrière nos téléphones, et, euh, et aujourd'hui, donc aller vers les utilisateurs, les rencontrer, aller sur le terrain, discuter avec eux, regarder comment ça se passe, voire même moi j'organisais focus group, on met en place une application pour nos agents, bah, je regarde comment ça se passe, je regarde quand ils les téléchargent, je regarde les réactions, je regarde les difficultés. Alors que si j'étais resté dans mon bureau, j'aurais pu me dire ah, ça marche tout seul, Mm. et puis c'est super. Mais ouais, attention aux biais que l'on peut avoir, et puis bah, ne pas oublier de se parler, et puis d'aller sur le terrain. Autrement Ça, dit, c'est important. le numérique, ça permet de revenir à l'humain. Oui, exactement. Ça enrichit, en fait, ça enrichit, oui, ça enrichit les dispositifs, mais c'est comme la situation de formation en salle, ça rajoute on va dire des situations d'échange, ça Mm. rajoute de l'asynchrone, effectivement, ça modifie en fait Mm. les dispositifs profondément. Exactement. Et il faut des gens comme toi qui puissent à la fois apporter des solutions, présenter ton travail de façon à ce que les gens puissent le lire. Et donc, Christophe Coupeau, le digital learning aux éditions Duno. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à le lire, c'est intéressant. Si on est intéressé par tout ce que tu as dit, ce que j'espère, si les gens sont restés jusqu'au bout, bravo. Donc, ça veut dire que comment est-ce qu'on peut te suivre? Alors, on peut me suivre sur LinkedIn, voilà, et puis moi j'échange énormément avec les personnes qui rentrent en contact avec moi, s'il y a des sujets voilà, qui portent sur le digital learning. Sur aussi, alors je suis aussi formateur sur Udemy, puisque Udemy c'est une Mm. plateforme de formation digitale, et j'ai une expertise aussi sur les réseaux sociaux et sur la recherche d'emploi en utilisant LinkedIn. Donc voilà, j'échange beaucoup sur LinkedIn. Donc c'est sur LinkedIn qu'il faut me trouver. Exactement. Donc n'hésitez pas à le faire parce que ça vaut la peine. Sincèrement, une dernière actualité pour toi? Moi, une actualité, alors elle est, oui, dans mon champ professionnel, Oui, c'est je t'en prie. le déploiement, j'en ai un peu parlé lors de l'échange, mais on déploie un applicatif pour nos agents, donc pour nos opérationnels, donc ça va concerner près de 40 000 collaborateurs, donc D'accord, c'est énorme. un applicatif pour mettre toute l'offre de formation présentielle et digitale dans la poche de nos collaborateurs. Donc on y croit fort et on travaille sur ce déploiement actuellement. Donc ça, c'est mon actualité forte. Eh ben, très bien. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à le contacter. Merci beaucoup à tous. Au revoir. Bye bye. Merci Stéphane.